Müller. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Le deuxième but du Bayern Munich avec Robert Lewandowski. Et bienvenue à tous pour ce 12e épisode de d'Unser Podcast, donc le podcast consacré à la Bundesliga par le média Unser Fußball. Aujourd'hui, on va faire un point à la presque mi-saison de Bundesliga et je suis accompagné de Karim, donc nouveau sur l'émission mais habitué d'Unser Fußball et qui est un peu notre spécialiste football féminin, mais également assidu du football allemand et qui est également impliqué du côté de Cœur de Foot. Donc salut Karim. Salut Gab, salut à tous. Et puis on a aussi le grand retour de Paul et de sa palette tactique pour les habitués d'Unser Podcast. Il aura l'occasion donc de revenir tactiquement sur les différentes équipes de Bundesliga. Est-ce que tu vas bien, Paul ? Salut, ça va super. Oui, je suis un revenant, donc bonjour à tous ceux qui se souviennent de moi. Et c'est un plaisir de revenir pour parler un peu tactique et de notre magnifique Bundesliga. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire. Comme je l'ai déjà précisé, on va faire le point. Donc on est mi-novembre, la Bundesliga vient de s'arrêter pour une trêve hivernale qui va être anormalement longue à cause d'un événement, donc la Coupe du Monde au Qatar, un événement que toute l'équipe de Unser Fußball a décidé de ne pas couvrir, en quelque sorte de boycotter pour se concentrer plus sur un football qui nous attire. Et donc aujourd'hui on va se concentrer sur notre Bundesliga et puis on va sans perdre plus de temps lancer le premier débat, un débat qui se répète année après année, parce que je crois que c'est notre troisième année consécutive où on fait ce podcast de synthèse mi-saison, et avec la question à la fin, c'est toujours le Bayern qui gagne. Ça n'avait pas forcément très bien commencé pour le Bayern, mais petit à petit, le Bayern récupère sa place sur le podium, puis sa place de leader, et à tel point qu'on se demande aujourd'hui cette question. Je ne sais pas si vous avez une piste de réponse peut-être ou une suggestion à faire par rapport à cette problématique, les gars. Oui, écoute, moi je regarde toujours autant les matchs du Bayern, et c'est vrai que la grande question qu'on se posait tous, c'était déjà comment ça allait se passer sans Lewandowski. C'est-à-dire que autant moi j'étais assez confiant sur le fait que Nagelsmann, deuxième saison, voilà, il a le temps de faire un peu son introspection de ce qui n'a pas marché l'année dernière. Mais c'est vrai que la grande question, c'était comment faire sans Lewandowski, parce que c'était quand même, ça demande quand même une grosse réorganisation, surtout que concrètement, il n'y a pas de vrai numéro 9 aujourd'hui au Bayern. Preuve en est, les derniers matchs, Mané, il a joué sur le côté gauche. Donc concrètement, ça se traduit par un 4-2-2-2, donc c'est un système très offensif sur le papier, avec en fait 4 joueurs à vocation purement offensive. Donc sur les derniers matchs, ça a souvent été une association, alors Sané parce qu'il revient de blessure. Donc c'était Sané, Mané, Musiala et Choupo-Moting. Müller a manqué pas mal de matchs. Donc moi ce que je note surtout, c'est qu'évidemment, comme a rappelé Gab, il y a eu une crise un peu au mois de septembre, mais une crise assez traditionnelle pour le Bayern, en fait, souvent la période autour de l'Oktoberfest où ils ont toujours un peu du mal à enchaîner. Il y a eu pas mal de pression sur Nagelsmann, même si ça a été assez vite calmé par toute la direction du Bayern. Mais derrière, depuis, c'est quand même très solide. Il faut rappeler aussi, alors là, on se concentre sur la Bundesliga, mais le Bayern a quand même pris 18 points, donc en fait, tous les points possibles dans son rôle de Ligue des Champions. Et ça joue quand même assez bien maintenant. Ça prend peu de buts, ce qui est quand même une grosse progression défensive pour le Bayern. Upamecano et Hernandez sont très très impressionnants. Et offensivement, il y a beaucoup plus de joueurs qui marchent, beaucoup plus de variété. Ça libère aussi pas mal de joueurs comme Musiala, Sané, qui étaient un peu dépendants de Lewandowski. Et puis, je vais laisser Karim évoquer un peu le cas de Choupo-Moting. Alors c'est vrai que vous avez raison, parce que c'était assez compliqué de trouver entre guillemets le remplaçant à Lewandowski. Et finalement, au fur et à mesure de la saison, que le remplaçant était surtout en interne, en la personne de Choupo-Moting. La preuve, sur ses 10 matchs qu'il a disputés en Bundesliga, il marque quand même 6 buts. À voir ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison. Franchement, moi personnellement, je le vois bien continuer sur cette lancée et emmener le Bayern vers le titre suprême en Bundesliga. Mais c'est sûr que c'était quelque chose qu'on était loin d'imaginer, enfin en tout cas pour ma part, et puis
les critiques sur Choupo-Moting, c'était un peu récurrent et habituel, à tel point que vraiment, quand ça arrive au début, on se dit, il est sur un peu de chance, après, sur une bonne série, et puis là, c'est plus qu'une série, vraiment, je crois qu'il vient d'être élu joueur du mois par les supporters du Bayern. J'ai vu passer un tweet, je sais pas si c'est officiel ou c'était une fanpage qui avait fait voter ses fans, mais en tout cas, ça prouve que vraiment, il a une influence sur le jeu qui est assez énorme, et réussir à moi, je dirais pas qu'il a remplacé Lewandowski parce que c'est pas finalement la même chose. Mais il y a deux choses que j'aime à travers ça. C'est déjà le fait que Nagelsmann, il remplace un joueur très important aussi par un système. Et même si c'est pas vraiment lui qui le fait, c'est en tout cas l'impression que j'en ai, c'est que le Bayern a réussi à bricoler ça va être un peu stéréotypé, mais à se souder pour essayer de pallier le départ d'un joueur important comme Lewandowski. Et donc ça, je trouve, c'est fort de la part du Bayern. Certes, ça a nécessité un peu de temps et Nagelsmann, il a été inquiété, j'ai l'impression, plus que les années précédentes vis-à-vis des autres coachs. Je sais pas si peut-être Paul, tu peux nous redire en quelques secondes après. Mais je trouve vraiment cette adaptation du Bayern qui est intéressante. Et puis même sur le plus long terme, je trouve ça normal en soi de ne pas être toujours à 100% opérationnel pour le FCB. Oui, pour rebondir rapidement par rapport à Nagelsmann, oui, il y a quand même eu pas mal de critiques parce qu'il y a eu quatre matchs de suite sans victoire, 3 matchs nuls et une défaite contre Augsbourg. C'est toujours pareil au Bayern, hein, dès qu'il y a tout de suite 3 matchs de suite où il n'y a pas des bonnes performances, on entend tout de suite Nagelsmann out, etc. Moi, j'étais assez confiant. Bon, déjà, j'avais pas trop envie de voir partir parce que je trouve que globalement, si le Bayern a fait le choix de le prendre, c'est qu'ils veulent construire quelque chose et que de toute manière, il y avait peu de chances qu'il soit licencié parce que les joueurs sont derrière lui. C'est-à-dire qu'on regarde un peu les déclarations de Goretzka, de Kimmich, donc des joueurs cadres, ils ont globalement toujours soutenu Nagelsmann et ils ont tous dit voilà, c'est une question de temps, on a besoin de s'adapter, etc. un peu, et on l'a très vite vu après que depuis le Bayern, c'est quand même redevenu un rouleau compresseur. Donc voilà là-dessus. Après, bon, voilà, on a posé la question du à la fin sur le Bayern qui gagne. On pourrait dire que c'est une évidence, mais on rappelle quand même que c'était pas vraiment une évidence puisque le Bayern a très peu occupé la place de leader de Bundesliga pour l'instant, qui a été occupé la grande partie du temps notamment par l'Union Berlin. Alors, je sais pas vous si vous avez vu pas mal de matchs de l'Union. Moi, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai qu'il y avait quand même l'impression que j'avais, c'est que c'était sympa de les voir en tête de la Bundesliga. Ça change un peu et c'est un club qui est quand même assez attachant. Mais en termes on va dire de réalisme, c'était vraiment beaucoup de réalisme, en fait, beaucoup d'efficacité. Si on prenait les expected goals, c'était vraiment l'une des équipes en Bundesliga qui convertissait le plus, qui avait le plus fort taux de réussite, ce qui voulait aussi signifier qu'au bout d'un moment, il y avait un risque que la machine s'arrête un peu. C'est le cas sur les derniers matchs. Il y a quand même eu une lourde défaite face à Fribourg ce week-end. Il y a eu une contre-performance face à Bochum. Donc voilà, il y a eu quand même des illusions aussi sur Leverkusen 5-0 de mémoire. Donc l'Union un peu rentré dans le rang. Mais voilà, on peut quand même préciser aussi que les performances de l'Union ont fait de l'ombre à des équipes qu'on attendait un peu plus dans ce championnat, notamment Dortmund. Alors je sais, Karim, toi que tu as pas mal regardé Dortmund, est-ce que tu pourras un peu nous expliquer qu'est-ce qui colle pas trop actuellement dans cette équipe? Disons que c'est plus le jeu de Edin Terzic qui ne colle pas à l'équipe. Alors certes, il a eu un premier passage plutôt pas mal au sein du BVB. Quand on voit les résultats réalisés, que ce soit en Bundesliga et en Ligue des Champions, il me semble. Bundesliga, si je peux citer comme exemple, la défaite à Leipzig, enchaîné avec une autre défaite à Dortmund, pardon, à Cologne, ce qui solde par une 5e place. Je trouve que c'est un peu comme le Bayern. Il y a eu un début de saison assez timide, mais j'espère pour eux qu'il y aura du mieux à partir de la deuxième partie de saison. Oui, clairement Dortmund, moi j'ai vu quelques matchs et en fait j'ai toujours un peu la même impression que Dortmund, c'est que il leur manque là où par exemple le Bayern va passer à côté de 2, 3, voire max 4 matchs sur sa saison en Bundesliga. Dortmund, ça va arriver sur 8-9 matchs et là vraiment contre Gladbach vendredi, c'était assez triste parce on a l'impression vraiment d'une équipe qui a du mal à jouer ensemble dans le pressing, c'est pas du tout le même timing. Alors bon, peut-être que Hummels il était un peu impacté par ces dernières déceptions, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même il y a
pas mal de séquences de jeu où il y a une partie des joueurs qui font un gros pressing, mais derrière les autres lignes, en particulier la ligne défensive, ne suit pas. Et donc ça fait que ça laisse des espaces énormes. Et face à une équipe comme Gladbach qui pourtant n'était pas en confiance avant ce match-là, parce qu'elle est un peu moins en forme, on va en reparler rapidement après, mais elle est un peu moins en forme sur les dernières semaines, on a vu qu'il y avait beaucoup trop d'espace et que ça se paye cash contre des joueurs comme Thuram, comme Hoffmann, comme Stindl, qui prennent très bien les intervalles. Donc ça, c'est vrai que Dortmund, c'est une déception. Alors on attend aussi toujours Leipzig. Alors Leipzig, on va l'évoquer un peu avec Gab, mais qui est la bonne tendance du moment en Bundesliga, n'est-ce pas Gab? Ouais, clairement, ça revient très très fort, très grosse montée en puissance depuis. Je crois que j'avais vu une stat, c'était une seule victoire sur les 5 premiers matchs, et depuis la 7e journée, c'est simplement les premiers en termes de points enfin en termes de points récoltés. Donc ils reviennent très fort parce que le début de saison, pour le coup, j'ai regardé, je crois, 2 matchs et c'était ils prenaient 2 gros scores contre je sais plus exactement quel club, et je m'étais dit que la saison allait être longue. Et puis honnêtement, c'est tout l'inverse. Là, ils reviennent très frais, une dynamique vraiment très positive. D'ailleurs, peut-être que la trêve, ça va leur faire plus de mal qu'autre chose, mais on en parlera un peu plus tard, je pense, au niveau de la lecture globale de la fin de championnat et puis de tout ce qui reste à voir. Parce que là, ils arrivent très fort, mais évidemment, on ne sait pas comment est-ce que ça va être dans 60 jours, 75 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc, actuellement, bah, c'est très fort. Limite, on pourrait. Ça serait un peu réducteur, mais juste Nkunku, franchement quelque chose aussi cette saison. Je l'ai vu sous mes yeux pour avoir fait un petit match au Offenheim, et ça en est presque à dégoûter du football. C'est impressionnant, l'aisance partout en fait sur le terrain, dans n'importe quel exercice, sur coup franc, lorsqu'il est arrêté avec le ballon, lorsqu'il a du mouvement sur le côté, même axial, lorsqu'il se présente en indien face à un gardien. Euh, sur ce match-là, j'ai pris une claque de sa performance, et ça faisait franchement longtemps que j'avais pas eu ça sur un match où en tout cas j'y étais. Et donc je pense qu'il peut encore les amener très haut. Et puis il est actuellement meilleur buteur. Oui, il est meilleur buteur. Et, euh, et je pense qu'il conditionne grandement la réussite du RBL. Et en tout cas, ça fait plaisir indirectement que un Frenchie comme ça réussisse autant. Il a prolongé, je crois, au cours de l'été. Donc avec un peu de chance, on va l'avoir encore quelques saisons. Et puis le projet du RBL pour avoir une vision un peu plus large, toujours aussi, enfin, qui continue de se structurer, c'est toujours intéressant. Ça continue de faire des polémiques, mais ça c'est le football qu'on aime. Et on le voit au niveau du jeu, on le voit au niveau des résultats, notamment en Ligue des Champions, où si je dis pas de bêtises, ils finissent deuxième de Ouais, leur c'est ça poule. exactement. Et il tape le Real Mais aussi, à domicile. exactement, et voilà, finir avec une victoire de prestige face au tenant du titre. Voilà, on voit que oui, maintenant c'est beaucoup plus agréable de voir le RBL. Oui, moi ce que je peux rajouter, alors ça dépasse simplement Leipzig, mais c'est que si aujourd'hui on regarde la question de la Bundesliga, on voit que les 6 équipes en tête, c'est quand même 6 clubs engagés en Europe. Et on n'aurait pas forcément parié sur ça en début de saison, parce que tout le monde disait que avec l'enchaînement des matchs avant la Coupe du Monde, on allait avoir des semaines anglaises très compliquées à gérer. Alors pas forcément pour des clubs comme Bayern et Dortmund qui ont l'habitude, mais c'est vrai que quand on pense à Fribourg et à l'Union qui découvrent l'Europe depuis cette saison ou depuis la saison dernière, on n'aurait pas forcément misé sur une telle régularité, sachant qu'il faut quand même rappeler que Fribourg et l'Union ont clairement pas négligé leur participation en Europe, puisqu'ils sont qualifiés pour le prochain tour. Donc, moi, ce qui m'interroge un peu, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, à commencer par toi, Gab, notamment par rapport au Offenheim, comment expliquer que des équipes comme Gladbach, Offenheim et Wolfsburg, qui sont quand même des équipes amenées à jouer un peu les troubles faits à Bundesliga et qui, cette saison, ont quand même beaucoup plus de temps que les autres clubs pour préparer leur match le week-end, comment ça se fait qu'elles manquent de régularité et qu'elles n'arrivent pas à venir s'immiscer un peu dans ce top 6 de la Bundesliga? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, et après, je pense pas que la lecture elle soit similaire à chaque club. Dans le sens où Wolfsburg, je pense a ses propres lacunes, tout comme Gladbach et Offenheim. Moi, le premier élément qui me vient en tête lorsqu'on évoque ça et le fait d'enchaîner les matchs, c'est souvent les joueurs en fait qui, de leur ressenti, bah, en soi, ils préfèrent enchaîner les matchs, jouer tous les 3 jours,
un entraînement, repos, match, entraînement, repos, match, et du coup avoir ça sur le mental des joueurs. Parce que là, je parle pour Offenheim, mais je crois que ça se décline aussi à Gladbach sur certains matchs. Wolfsburg, je ne pourrais pas dire, mais on a souvent cette impression. Donc là, il y a 15 matchs qui ont été joués de Bundesliga sur un bon tiers pour Offenheim que le mental n'y est pas, que ça craque, et peut-être que en fait, ils se sentent dépassés par la compétition, ce qui est en soi impardonnable parce que c'est clairement leur taf et ils ont une semaine pour se concentrer sur chaque match, ça devrait faire le travail. Et je pense que peut-être mentalement, il y a ce premier paramètre. Physiquement, ensuite, bien sûr que c'est plus compliqué de jouer 2 fois par semaine, sur ça, il n'y a aucun doute. Et paradoxalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de blessures. En tout cas, du côté d'Offenheim, là, c'est très compliqué. En attaque, il nous reste 2 joueurs. Enfin, 3 si on compte un milieu offensif, mais c'est loin d'être facile d'articuler son jeu par rapport à ça. Et puis, pour finir sur Offenheim, on a eu un nouveau coach où il y a eu des idées de jeu plutôt intéressantes, donc André Breitenreiter. Mais donc tout partait de derrière pour construire, mais les blessures en attaque, là, ça fait un peu du mal, et là, c'est très compliqué. Depuis une dizaine de matchs, depuis 7 matchs, je crois, on n'a qu'une victoire. C'est franchement compliqué. Je serais moins sévère avec Gladbach, je ne les mettrais pas forcément dans le même panier. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs à en tirer. Et les supporters des Poulains, je pense qu'il y a matière à espérer. Et moi, je ferai confiance en Daniel Fark et notamment aux joueurs, avec Thuram, même Hoffmann. Et Sommer, il est blessé, si je ne me trompe pas. Mais par exemple, un moment, Ben Sebaini et Sommer, ils m'ont fait forte impression sur un match. Et donc, au niveau individuel, Gladbach, je les mettrais légèrement au-dessus que Offenheim, où ça me semble quand même compliqué, malgré le fait qu'il y ait qu'un match par semaine. Ça me semble compromis pour faire une grande saison pour Offenheim, en tout cas. Karim, je vais te laisser évoquer ta chronique donc sur les entraîneurs de la Bundesliga, parce que comme chaque année, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il y a eu du grabuge lors de cette première partie de saison. Donc à toi la parole pour nous évoquer tout ça. Donc oui, c'est vrai que depuis le début de la saison, et pas qu'en Allemagne, beaucoup d'entraîneurs prennent la porte. Donc sur les 4 grands championnats européens, on tourne autour de 4-5 changements d'entraîneur. Même si, petit aparté, en Ligue 1, il y a eu un sixième départ avec le coach de Troyes, Bruno Irles. Mais pour en revenir en Allemagne, beaucoup de changements de coach depuis le début de la saison et notamment les changements qui concernent le bas de tableau. Donc Bochum, Schalke et Stuttgart ont changé de coach. Ça avait commencé avec Bochum avec Thomas Reis qui était remplacé par Thomas Letsch. Thomas Reis qui, un mois après son départ de Bochum, va à Schalke pour remplacer Frank Kramer. Et du côté de Stuttgart, et ce n'est que mon avis, c'est quand même un départ regrettable tant le travail réalisé la saison d'avant, c'est Pellegrino Matarazzo. Pellegrino Matarazzo qui a quand même permis à Stuttgart, au VfB, de rester une saison de plus et qui, dès la mi-octobre, se voit remplacé pour l'instant par Michael Wimmer, qui, aux dernières nouvelles, resterait jusqu'à la Coupe du Monde. Alors, des changements concernaient le bas de tableau, mais également le top 10. Et on parlait des clubs concernant l'Europe. Leipzig et Leverkusen n'ont pas échappé à la règle. Ça avait commencé avec Leipzig et justement Domenico Tedesco. On en parlait il y a quelques jours lors d'un focus, qui n'a pas assuré sur sa deuxième saison et qui se retrouve remplacé par Marco Rose après une terrible défaite 4-1 contre le Shakhtar. Et à ce moment-là, il faut quand même le souligner qu'ils étaient 11e au classement. Donc là, ils sont quand même bien remontés pour finir sur le podium. Et Leverkusen, de son côté, qui certes était au fond du classement
avec une triste 17e place. Mais c'est à partir de la défaite contre Porto, il me semble, que Gerardo Seoane se retrouve remplacé par Xabi Alonso. Donc certes, on le voit maintenant, c'est pas... Ça prend du temps. Ça prend du temps pour Leverkusen. Mais on verra ce que ça va se passer sur la deuxième partie saison. Et à titre de comparaison, l'an dernier, on s'est retrouvé avec seulement 2 changements parmi les 5. Parmi les 5 qu'on a eu cette saison. Et moi, c'est une question que je pourrais poser à vous, Gab et Paul. Est-ce que ce sont des changements qui appellent à des résultats rapides ou un manque de confiance de la part de la direction de telle ou telle équipe? Moi, je vais me positionner rapidement, mais juste, je vais légèrement contourner ça et en voyant le nombre accru de changements de coach, il y a toujours une question qui revient, c'est que est-ce que remplacer son coach, c'est la finalité ou est-ce que les mots, ils sont plus profonds? Souvent, c'est des mots plus profonds et en fait, c'est ce qu'on voit un peu là, c'est que les changements de coach, ça change pas forcément grand-chose lorsqu'on voit les clubs qui sont encore en bas de tableau. Il y a quelques exceptions à faire, par exemple avec Leverkusen, comme tu as cité, qui, euh, qui a de base, de toute manière, le potentiel pour viser bien plus haut et qui sous-performe toujours un peu, mais qui sait déjà mieux avec ce changement de coach. Mais donc, pour ma part, je trouve que les changements de coach, ils sont légèrement abusifs et il y a souvent une pression des résultats, d'autant plus cette saison qui est assez homogène au niveau des classements, une pression des résultats et qui se traduit par un manque de confiance vis-à-vis des coachs. Parce que pour ma part, par exemple, tu parlais de Pellegrino Matarazzo avec Stuttgart, je trouve qu'il avait fait plus que juste les sauver. Il y avait des idées de jeu et des choses qu'on n'avait pas vues à Stuttgart depuis pas mal d'années. Donc je pense que il y a une certaine sévérité et quelque chose d'assez strict vis-à-vis des coachs que certaines fois, pour ma part en tout cas, je regrette. Et je pense que tout le monde souhaite laisser le temps aux coachs d'exercer leur tactique plutôt que d'user d'électrochocs trop réguliers en changeant et en changeant, en tentant de changer la face d'une équipe. Mais c'est vrai que non, bah là, ce qui est intéressant toujours, c'est que c'est souvent des décisions pour essayer de créer un déclic mental en bas de tableau, et ça va nous amener à évoquer un peu la lutte pour le maintien en Bundesliga. Donc pour l'instant, on a 2 écuries qui paraissent un peu en dessous du lot et qui sont Schalke et Bochum. Donc du côté de Schalke, j'ai regardé un peu leur match contre le Bayern, c'était intéressant parce qu'ils n'ont pas fait un mauvais match du tout. Maintenant, ça a l'air quand même un peu trop léger pour cette saison en Bundesliga. Ça manque de précision dans pas mal de domaines, mais il y a pas mal de volonté, ça il faut le souligner. Mais c'est vrai que voilà, on sent quand même qu'il y a beaucoup de secteurs de jeu, notamment dans le pressing ou même dans l'intensité, dans les duels, où ça va être compliqué pour eux d'aller chercher des points, surtout dans les confrontations directes, où ils ont perdu pas mal de points, notamment contre le Hertha Berlin, où pourtant ils ont fait des matchs intéressants, mais ça n'a pas suffi. Donc ça, c'est jamais vraiment bon pour une équipe qui joue le maintien. Je sais pas comment vous voyez les choses pour ces 2 équipes-là, ou même si vous voulez évoquer aussi le cas du Werder, qui est promu, mais qui pour l'instant fait une saison très solide. C'est plutôt à relativiser aussi pour le Werder, parce que c'est vrai que c'est quand même un club qui est habitué de la Bundesliga et que on retrouve peut-être un peu plus dans son standing que ce qui s'était passé lors de la saison de la descente en deuxième division. Pour revenir sur Schalke, je partage complètement ce que tu dis. Il y a un peu cette volonté de bien faire quelquefois, mais sans avoir les capacités. J'ai en mémoire les 2 matchs contre Offenheim où ça tente de presser, mais en fait ça se fait piéger bien trop facilement et ça offre des occasions et des occasions, des face-à-face avec le gardien ou des 3 contre 3 à négocier. Et c'est simplement des choses que Schalke ne peut pas se permettre. Et même s'ils sont poussés par vraiment des supporters formidables, c'est très compliqué pour Schalke. Après, notre lecture du championnat, je répète ça encore, mais je crois qu'on finit sur globalement des dernières semaines plutôt positives, on va dire, par rapport au ratio pour les relégués. Je crois que sur la fin, il y a Bochum et le Hertha qui gagnent, Schalke qui a pris des points il y a quelques jours. Et donc globalement sur ça, ce serait intéressant de voir la dynamique à la reprise. Pour le coup, le Werder Bremen, je trouve aussi que c'est bien plus intéressant d'en parler. Et notamment quelque chose qui m'a
réellement impressionné cette saison, c'est leur capacité à être clutch, donc décisive notamment en fin de match. Dans le Money Time, ils sont juste impressionnants. J'ai trouvé une petite stat. Ils ont mis moins de buts entre la 16e et la 75e minute que dans le dernier quart d'heure. Donc on sait quand il faut aller pour voir leur but. Et puis souvent c'est pas des buts inutiles, c'est par exemple une sacrée victoire au Westfalenstadion contre Dortmund, une victoire contre Offenheim, et puis globalement beaucoup de points pris dans ce dernier quart d'heure. Et, euh, et c'est une sacrée beaucoup d'émotions en tout cas pour les fans du Werder depuis la remontée. Et je pense que c'est un club qui a complètement sa place en Bundesliga et qui, pour ma part, ne lutte pas vraiment. J'ai pas le classement en tête, mais je ne les vois pas vraiment lutter pour la relégation, mais plutôt pour essayer d'accrocher quelque chose et plutôt de rêver sur cette fin de saison. Bah, ils sont 9e avec 21 points, donc ils sont assez confortables, oui, parce que si tu regardes, ils sont à 4 points derrière Dortmund qui est 6e, et ils ont du coup 7 points d'avance sur Stuttgart qui est 16e. Donc ils sont plus proches des places européennes que de la place de barrage. Enfin, même dans le jeu, j'ai bien aimé honnêtement ce que le Werder propose. Il y a un peu de réussite, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait que l'Union surperforme. Je pense que le Werder surperforme légèrement, mais toujours vraiment intéressant à analyser. Enfin, pas à analyser, mais à observer tout simplement. Oui, parce qu'en plus, il faut toujours relativiser. Quand je dis bon, ils surperforment, c'est vrai que je dis ça pour l'Union, pour expliquer un peu aussi la petite baisse de régime. Mais c'est vrai que pour ces équipes-là, on va dire, quand on dit qu'ils surperforment, on pourrait croire que c'est une critique, mais en fait, c'est plutôt justement, ça veut dire qu'ils sont réalistes et ils ont besoin de ça parce que c'est forcément des équipes qui vont se procurer moins d'occasions par match que le Bayern ou Dortmund. Donc, s'ils veulent arriver à faire des bonnes saisons et à pourquoi pas jouer les troubles faites, ça passe par cette capacité, comme tu as dit, Gab, notamment pour le Werder, à être clutch. D'ailleurs, je sais pas si tu pourrais me traduire clutch en Très allemand. bonne question. Non, tu pourras pas. D'accord, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Et du coup, voilà, on a donc ces équipes-là qui ont besoin d'être réalistes, et c'est le cas notamment pour le Werder, et c'est plutôt une bonne surprise jusque-là, effectivement. Karim, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur alors, la lutte pour le maintien ou ces équipes-là de milieu de tableau, de bas de tableau. Alors, moi, franchement, si je peux compléter un truc sur le Werder, mais qui revient fort. Et moi, je pense que là, que ce soit au niveau de au niveau de l'équipe ou au niveau de la direction, je pense que là, ils sont bien partis pour rester un peu plus longtemps dans l'élite. Pour moi, je peux pas les voir aller en deuxième division beaucoup plus tôt que prévu. Donc ça nous amène notamment à faire notre tour de table final pour évoquer un peu vos révélations et vos déceptions de cette première moitié de saison. Compliqué de se projeter sur la suite de la saison parce qu'on va avoir un laps de temps assez conséquent, mais c'est déjà l'occasion de faire un petit point et d'évoquer un peu globalement ce qui vous a marqué, ce qui vous a déçu. Je me tourne vers toi, Karim, en un premier temps. Si tu dois dégager une révélation et une déception cette saison, tu irais sur quoi? Une équipe, un joueur, un match en particulier? Franchement, je dirais plus sur un match en particulier et je souhaiterais parler un peu du classiqueur, du premier classiqueur qu'on a eu cette saison entre le Bayern et Dortmund. C'est vrai que là, avant le Bayern était sur une très très bonne série face au BVB. C'était sans compter sur la hargne du BVB qui arrive tout naturellement à stopper cette série de matchs, une série de victoires consécutives du Bayern, grâce notamment à un but d'Anthony Modeste. Moi, de mon côté, j'ai partagé avec toi le constat que le classiqueur était très sympa à vivre. Et puis, j'ai décidé de m'attarder sur un autre élément, c'est que, comme souvent, la Bundesliga, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de compétitivité. Et j'ai l'impression que cette année, c'est encore plus le cas. Autant on s'en sort très bien sur la scène européenne, mais d'autant plus que la scène nationale est, en fait, elle a pas grand-chose à envier aux autres championnats. C'est hyper homogène. La lutte pour le titre, pardon, elle était disputée jusqu'à encore quelques semaines. Bon, c'est toujours le cas en soi, ne soyons pas fatalistes, mais on avait vraiment du mal à lire la suite de la saison. La lutte pour l'Europe, elle est aussi très disputée avec donc des clubs
qui font un très gros début de saison, et même la lutte pour le maintien, où on a habituellement un club largué comme Schalke il y a 2 saisons, et ben là, chacun a ses armes et chacun peut tenter quelque chose. Et j'aime beaucoup cet aspect-là du championnat où il n'y a pas un match sans enjeu. Et c'est peut-être aussi le format 18, mais bah, on voit en fait que chaque match, on se bat et c'est couplé à plein de surprises. Et enfin, juste, j'avais un petit mot à mettre pour les Français qui sont particulièrement en forme. Je crois qu'il y a deux des 3 premières places de buteurs qui sont, enfin du classement des buteurs qui sont français avec Nkunku et Thuram. Et puis aussi, il y en a plein d'autres à qui on peut faire des petites mentions. Simakan avec Leipzig et même Rutter qui essaye de sauver un peu le début de saison d'Hoffenheim. Et ça me fait toujours plaisir de voir des Français. Évidemment, Moussa Diaby aussi, il y en a plein d'autres. Et j'ajouterais aussi Kolo Muani, qui est, je crois, leader du classement des buteurs, des passeurs, pardon, de la Bundesliga, et qui fait beaucoup de bon boulot à Francfort. Il faut quand même le signaler. Francfort, qui est une équipe d'ailleurs sympa. Je trouve que personnellement, ça fait plaisir. Alors, j'ai pas sélectionné Francfort dans mes révélations, mais c'est vrai que j'aurais pu parce que c'est quand même une équipe que je trouve assez intéressante. Bon, déjà, l'ambiance à Francfort, c'est quelque chose d'assez dingue. Et même en Europe, voilà, c'est quand même un club qui a gagné l'Europa League, qui se donne à fond dans toutes ses compétitions, qui allait chercher sa place pour les huitièmes de la Ligue des Champions. C'est quand même assez cool de les voir à ce niveau-là et qui, en plus, en championnat, arrivent à clairement s'accrocher au wagon de tête, puisqu'ils sont plutôt bien installés dans le top 5. Contrairement à une équipe qui m'a pas mal déçu sur cette première partie de saison, c'est les Leverkusen. Alors ça va un peu mieux parce qu'ils restent sur une série, je crois, de 2, voire même peut-être de 3 victoires de suite. Mais c'est vrai que moi j'étais très déçu mais déjà j'étais même déçu par le licenciement de The One parce que moi, même si je comprends un peu l'urgence de la situation et étant donné que les Leverkusen étaient très très mal en point, c'est vrai que c'était quand même un coach qui avait mis en place quelque chose d'intéressant sur sa première saison. Ça avait du mal à se remettre en place cette saison avec en fait beaucoup d'individualité les Leverkusen. Il y avait très très peu de collectifs dans le jeu. Et c'est pour ça que quand il y a eu la nomination de Xabi Alonso, j'étais un peu surpris parce que d'un côté, ça fait plaisir de voir un joueur qu'on connaît un peu parce on l'a connu, qu'on était supporter, qu'on était en tant que joueur. On sait à quel point c'est un joueur qui est assez incroyable et qui en plus est déjà placé par la Bundesliga, on le rappelle, du côté du Bayern. Finalement, voilà, j'étais un peu sceptique. Bon, pour l'instant, on a l'impression que ça va un peu mieux pour les Leverkusen. Mais je m'interroge quand même parce que c'est une équipe on sent qu'il y a très très peu de collectifs pour l'instant, c'est ce qui m'a marqué. Même les derniers matchs qu'ils avaient gagnés, c'était souvent Moussa Diaby qui a des inspirations de génie ou du jeu de contre. Donc ça sera à surveiller de près pour voir ce qu'ils feront sur la deuxième partie de saison. Ils seront quand même attendus au tournant. Et moi, je voulais finir quand même sur ma révélation. C'est forcément toujours un peu subjectif, mais c'est quand même Jamal Musiala du côté du Bayern, parce que c'est simplement un pur plaisir de le voir jouer tous les matchs. C'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir quelques matchs du Bayern de temps en temps, mais c'est quand même toujours. Enfin, c'est le foot. C'est aussi pour ça qu'on regarde le foot, quoi. C'est vraiment. C'est juste exceptionnel de voir tout ce qu'il arrive à faire. Une forme de simplicité. Et en plus, ce qui est assez rare aujourd'hui et qui est important de souligner, c'est qu'il le fait avec beaucoup d'humilité. Pour l'instant, il a pas pris la grosse tête, même si voilà, il est quand même devenu titulaire indiscutable au Bayern dans très peu de temps. Il aurait pu commencer à devenir un peu, on va dire, égocentrique, etc. Et c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et c'est un bonheur de le voir jouer toutes les semaines dans cette équipe. Complètement sur Musiala. On avait milité pour Lewandowski Ballon d'Or il y a quelques saisons C'est vrai. en protestant et je pense que ça peut faire un petit point de chute sur la nomination de Gavi au lieu de Musiala. On se demande si des gens regardent vraiment la Bundesliga. Bah, on sait Mais que bon, c'est pas le cas. visiblement, Hein. On commence à savoir que c'est pas le cas. Donc, les instances pas tant, mais nous, pour notre part, on est vraiment heureux que vous ayez écouté ce podcast. Donc, merci d'être resté jusqu'à là. Des prochains podcasts vont suivre. On a différentes idées et puis on se laisse pas abattre par le manque de football professionnel allemand pendant cette trêve. On se retrouve donc le 20 janvier pour un choc entre Leipzig et le Bayern. Une énorme annonce au vu des dynamiques des deux équipes. Et puis vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Unser Fußball pardon, sur Twitter. Et puis nos podcasts sur YouTube et sur les sites de streaming Gojo comme Apple ou Spotify. Donc sur ce, encore merci de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine. Tchuss. Tchuss.